Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle saison de Kaiser Foot avec votre animateur Mathieu Lemay qui vous souhaite la bienvenue à notre vidéo-diffusion ou balado-diffusion si vous nous écoutez en audio sur la seule émission portant sur le football allemand et la Bundesliga en français. Vous constatez qu'il y a un absent parmi nous, c'est bien entendu notre ami Anthony Tessier qui n'a pas pu joindre à nous pour cette ouverture de la saison, mais c'est avec plaisir que votre animateur, Mathieu Lemay, retrouve son comparse, le Kaiser, qui ressort des championnats du monde de gymnastique encore une fois, mais surtout qui est monté un peu en grade dans les médias puisqu'il travaille maintenant sur la chaîne radio RTL, sur le Conseil de l'Europe, notamment comme consultant pour l'Allemagne, mais aussi sur un tout nouveau format de podcast de balado-diffusion pour son employeur Eurosport. Bref, c'est pas la célébrité qui l'affecte, bien entendu, mais c'est toujours avec plaisir qu'on le retrouve grâce, entre autres, à cette montée en grade et cette nouvelle fonction. Ça va donc nous faire plaisir de discuter à nouveau avec lui. David Lortolari, allô Frenda, comment ça va après cette belle saison d'été? Allô Freunde, salut Mathieu, salut à tous. Ça va bien, ça va bien. C'est beaucoup de choses qui se succèdent cette saison. Il va y avoir très peu de temps faible. Et on a pris un peu le temps pour nous de voir un peu comment ça se passait en ce début de saison pour essayer d'avoir quelques certitudes pour vous raconter des choses fiables, précises et des informations qui puissent tenir la route. Mais Mathieu, je sais qu'à un moment ou un autre, tu vas rebondir là-dessus. Des certitudes, on en a quand même très peu sur le paysage en général, sur le contexte au-delà du football, sur le contexte dans le football, sur le contexte de la Mannschaft, sur l'état des grosses écuries. On va évoquer le Bayern, Dortmund, Leipzig et les autres, et on va voir que c'est très difficile de s'installer dans une vraie routine positive. Voilà, donc ça nous fait, nous, des choses à dire, et c'est bien d'avoir un petit peu de recul déjà sur le début de saison. J'avoue que je ne crache pas dessus. Oh, personne ne va cracher dessus. Après ce match déjà disputé en Bundesliga cette saison, on va l'évoquer un peu plus tard dans l'émission. Il y a de quoi à dire, mais on va revenir tout d'abord à un thème que moi j'aime conserver pour chaque début de saison et qu'on fait depuis qu'on fait cette émission ensemble, c'est le mercato, les transferts. Et j'attaque d'emblée avec une question directe. Qui a gagné et qui a perdu dans ce mercato en Bundesliga? Et je ne parle pas du classement actuel parce qu'on sait que ça peut changer vite, on va en reparler plus tard. Mais quand on regarde là, concrètement sur papier, qui a gagné, qui a perdu selon toi, en dehors du Bayern, j'entends, parce que le Bayern a les moyens de ses ambitions, comme on le sait par rapport à ses collègues, si je puis dire, en Bundesliga. Hein, on n'a pas les mêmes moyens. On sait que Sadio Mané a été le gros transfert, la grosse arrivée au sein de l'écurie bavaroise, alors que Robert Lewandowski a quitté pour l'Espagne et le FC Barcelone. Ça, c'est la grosse nouvelle du côté du Bayern Munich. Dortmund, évidemment, qui était aussi parmi les grosses cylindrées, même si on n'est pas tout à fait dans les mêmes, je dirais, dans la même échelle financière, a aussi bougé. Manuel Akanji a quitté pour Manchester City. Erling Braut Haaland a enfin quitté aussi pour un transfert de 75 millions d'euros avec Man City également. Par contre, on a annoncé l'arrivée de Sébastien Haller de l'Ajax, qui malheureusement est sur la touche pour les raisons qu'on sait. Niklas Zule est arrivé via un transfert gratuit. Et on est allé chercher à Salzbourg, en Autriche, Karim Adeyemi et Anthony Modeste, l'attaquant du FC Cologne, entre autres, et Nico Schlotterbeck de Fribourg. Ça, c'est dans les gros noms qui sont arrivés pour ces grosses cylindrées. Mais par rapport aux autres équipes, et quand on regarde des noms qui sont peut-être moins connus aux yeux, disons, du commun des mortels, qui, selon toi, a gagné ou a perdu dans ce mercato, du moins sur papier, parce qu'on ne sera pas à l'abri de quelques surprises, j'en suis persuadé, au cours de la saison. Ouais, c'est très paradoxal le mercato, très paradoxal. Vous savez que j'aime beaucoup évoquer la problématique des équipes par le filtre des entraîneurs, parce qu'en Allemagne, il y a souvent toujours cette valse. Si vous perdez 3 matchs consécutifs, vous êtes forcément en danger. Maintenant, c'est partout comme ça. Mais les Allemands se sont quand même un peu, au fil des décennies, spécialisés là-dedans, à l'exception de quelques rares clubs qui ont conservé leurs entraîneurs longtemps, très rares, comme le SC Fribourg. Donc ça, c'est déjà une première indication, hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des limogeages depuis le coup d'envoi de la saison au mois d'août. Il y en a On va déjà qui... reparler de ça aussi. Oui, il y en a qui sont, comme on dit avec la fameuse expression, sur la sellette aussi. Pour l'un d'entre eux, Niko Kovac avec Wolfsburg, qui est quand même un club avec une certaine assise financière, même si elle s'est un petit peu réduite,
Il a été obligé d'écarter Max Kruse pour pouvoir, lui, rester, se consolider un petit peu dans son poste. Il y a plein de paradoxes parce que ce que je voulais dire simplement, c'est que c'est pas parce qu'on va faire 4, 6, 8 transferts intéressants comme le Bayern qu'on va forcément caracoler en tête. Vous voyez bien que l'équipe qui est la plus sur la durée par rapport à l'élan qu'elle a acquis sur les 2-3 dernières saisons, c'est l'Union Berlin. Or, l'Union Berlin a un petit budget et fait peu de transferts. Et en plus, et là c'est encore, je retourne encore le paradoxe à l'inverse, les transferts qui sont faits par l'Union Berlin qui ne sont pas clinquants réussissent en général. Vous avez vu dans des clubs de ce standing, allez on va dire de moyen standing ou la petite classe moyenne on pourrait dire en Bundesliga, même si l'Union est en tête aujourd'hui, on essaye de faire avec malice, on essaye de faire avec du nez, avec de l'instinct sur les transferts. Et quand il y a un joueur qui commence à sortir un peu du lot, comme ça a été le cas avec Aouni par exemple, il s'en va vers un club plus huppé, en Allemagne ou à l'étranger, et il faut le remplacer par l'équivalent, voire meilleur. Et c'est ce qu'on arrive à faire. Donc ça, moi, c'est un peu ce paradoxe-là, c'est-à-dire que De Ligt, De On Ligt, est allé chercher, à l'Union Berlin, on est allé chercher Jordan Sibacha aux Young Boys, oui, mais exact. on a dépensé moins d'argent que ce qu'on a encaissé pour le transfert de Awoniyi à Nottingham Forest. Oui, 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 c'est complètement ça. Donc là, il y a le côté malin, il y a le côté pragmatique, il y a le côté faire attention à son budget, bien sûr, et on est dans quelque chose de sain une construction au moins de moyen terme, sinon de long terme, même si on est presque déjà dans le long terme avec Urs Fischer, l'entraîneur. Mais voilà, il fallait l'aborder tout de suite parce que c'est un paradoxe. C'est pas parce que vous brassez énormément de transferts que vous arrivez forcément à profondément renouveler votre équipe. Je veux dire dans le sens positif. L'Union Berlin démontre le contraire. Après, avoir à l'esprit maintenant un transfert qui aurait réussi, ben, Siebatcheux, ça fait partie des réussites. Si on évoque par exemple un Schlotterbeck dont tu parlais avec Dortmund, très intéressant parce qu'il était fort, il était charismatique, il était symbolique avec Fribourg. Le voici à Dortmund. Il est parfois bon, il est parfois moins bon. On l'a vécu, on en parlera tout à l'heure avec l'équipe nationale, commettre aussi des erreurs assez fracassantes très récemment. Donc, il est tôt pour dire que des transferts ont réussi. S'il fallait retenir un club où ça a plutôt bien marché, là, peut-être je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi. Peut-être que pour le coup, le classement nous donne quand même une première indication. C'est-à-dire que les clubs qui souffrent aujourd'hui, par exemple Bochum, peut-être que là, dans ce domaine, il n'y a pas eu suffisamment d'efforts ou on n'a pas été suffisamment inspiré. Voilà, donc pour moi, c'est le paradoxe surtout qu'il faut retenir. Et je dis cela avec une certaine malice parce que vous savez qu'en Allemagne, on a une masse totale de transferts qui est aux alentours de un petit peu moins de 500 millions d'euros de mémoire cette année, c'est 480, quelque chose comme ça. On est loin des dépenses qui sont justifiées par les droits télé, on le sait, mais on est loin des dépenses britanniques, anglaises notamment. Donc on est obligé de faire un peu autrement aussi, on est obligé de faire des bons coups, de puiser dans la filière française, ce que Leipzig avait fait avec Nkunku, par exemple, il y a quelque temps, ou de puiser dans des filières encore un petit peu moins huppées, un petit peu moins connues, l'Amérique du Nord peut-être pour certains, via l'Asie ou le continent africain aussi pour d'autres. Fribourg avait recruté il y a quelques années quelques joueurs issus du Japon ou de la Corée, et on s'est aperçu que pour certains, il fallait parfois 2, 3 saisons pour qu'ils s'installent. Simplement, la clé, c'est qu'on leur donne le temps de s'acclimater, de trouver des automatismes, de reprendre confiance dans un nouveau championnat par rapport au championnat d'avant. C'est pour ça, Mathieu, j'en terminerai par là, que c'est compliqué de dire, après un mois ou deux de mise en route de cette saison 2022-2023, quelles sont vraiment les réussites et les échecs. Mais j'en oublie forcément quelques-uns. Voilà, je vous ai donné quelques idées comme ça, quelques noms aussi de réussites plus ou moins bonnes, mais on va attendre encore peut-être jusqu'à la Coupe du Monde pour avoir première véritable tendance de ce que ça peut donner en fin de saison au printemps prochain. Alors, c'est vrai que la question, effectivement, j'apprécie ta réponse, elle implique pas mal de nuances. On s'aperçoit, et tu parlais du début de saison, Tony Truant, de l'Union Berlin, Oui, que les statistiques avancées démontrent que c'est un début de saison beaucoup plus fort que ce que les statistiques indiquent. Donc, on s'attend à ce que la poussière retombe un petit peu, ou en tout cas qu'il y ait un retour à la réalité. Ce qui ne veut pas dire que l'Union Berlin ne sera pas une bonne équipe pendant le reste de la saison. Au contraire, on a vu au cours des dernières saisons, tu l'as souligné, une stabilité
qu'il y a de quoi surprendre, c'est qu'on a le sentiment que cette équipe-là, qu'on a tendance à sous-estimer à chaque fois, elle est toujours présente dans le portrait de ceux dans la Bundesliga qui se tiennent en haut du panier. Et ça, c'est un signe qu'il y a un entraîneur, qu'il y a une organisation qui savent ce qu'ils font. Et ça, à un moment donné, dans les transferts, ça paraît aussi. Il y a une cohérence. Et Fribourg, on peut dire un peu la même chose également. Il y a une stabilité là-bas, on sait un peu où on s'en va. Tu parlais de Bochum tantôt, je vais être d'accord avec toi, parce que la première chose qui m'a frappé quand je regardais les transferts à Bochum, c'est qu'on a mis que sur des transferts gratuits, donc des joueurs libres, ou des prêts. On a très, très peu, voire pratiquement pas dépensé du tout. À un moment donné, il y a un risque à prendre si tu veux te maintenir une seconde saison. Là, on a réussi à se maintenir la saison dernière. Mais cette année, peut-être qu'on ne voulait pas toucher un certain noyau, mais ça pas. Je trouve pas au niveau des transferts que c'est attrayant ce qu'ils ont été chercher. Ça manque un peu d'ambition, en fait. Et moi, sur ce plan-là, peut-être que ça va les rattraper en fin de saison, du moins pour cette année, je ne sais pas. Je note aussi deux choses. Le RB Leipzig, son niveau de transfert, ils ont eu un mauvais début de saison et on va y revenir. Ils ont été parmi les premiers à dégainer au niveau des entraîneurs. Mais quand je regarde les acquisitions par rapport au départ, je me demande si vraiment Leipzig est gagnant. Parce qu'il y a des joueurs, je veux dire Tyler Adams, Nordi Mukele qui sont partis. C'était des bons joueurs à Leipzig qui s'étaient bien développés. On ne les remplacera pas comme ça. Là, on est allé chercher David Rahm, un défenseur latéral à Hoffenheim, pour 26 millions d'euros. Xaver Schlager de Wolfsburg et Timo Werner qui revient avec son ancienne équipe. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va aider Leipzig? On est allé chercher Abdou Diallo en prêt du PSG. Je ne suis pas certain. Je suis pas certain que ça va être suffisant pour Leipzig pour revenir dans le portrait du top 4. Pas qu'on ne sait jamais. On verra un peu plus tard. On va parler des entraîneurs tantôt. Il y a d'autres équipes qui, effectivement, on va parler de Fribourg. Ils ont perdu un bon joueur, mais ils ont été en chercher un bon, par exemple. Comme si c'était, je ne sais pas si c'était planifié, mais ça veut dire qu'on a pensé avec un temps d'avance. On a parlé du départ de Schlotterbeck, mais qui on est allé chercher? On est allé chercher notamment Mathias Ginter en transfert gratuit à Mönchengladbach, qui n'est pas un vilain joueur selon moi. Il y a d'autres joueurs qu'on est allé chercher aussi qui sont moins connus. Bref, on a assuré un certain équilibre tout en gardant ce que j'appellerais un équilibre financier. Et finalement, je compléterai avec une petite surprise. C'est l'Hertha Berlin qui avait l'habitude de dépenser beaucoup en transfert. Ils n'ont pas dépensé un sou cette année. Ils ont été uniquement du côté des prêts ou des joueurs libres de contrat ou des retours de prêts. Mais ils n'ont dépensé aucun sou. Ils ont très peu vendu, mais ils n'ont rien dépensé. Alors, c'est vraiment tout un virage à 180 degrés pour l'Hertha Berlin. Est-ce qu'on veut imiter le style de l'Union Berlin? Est-ce que ça va garantir le succès pour l'Hertha Berlin cette année? J'ai un petit doute. Mais ils ont peut-être de la marge par rapport à d'autres équipes. Mais après, il y a d'autres facteurs qui sont à prendre en compte, et c'est là où j'en arrive à notre second thème. C'est ce que j'appellerais la valse des entraîneurs. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu des entraîneurs qui ont bougé pendant l'entre-saison, et là, il y en a un à Leipzig qui a été limogé parce que Leipzig a connu un mauvais départ, et c'était Desco, et on a été chercher Marco Rose qui était libre pour relancer la formation. Il y a Adi Hutter qui est en attente probablement, et Thomas Tourelle aussi, qui est peut-être aussi dans les officines à attendre peut-être qu'un poste se libère. Alors, je nomme deux noms comme ça qui sont très connus en Allemagne, parce que tu vas sans doute nous le dire, David, il y a certainement des entraîneurs qui sont sur la sellette. Je pense à Gérard Dawson avec le Bayer Leverkusen, qui connaît un très mauvais début de saison. Le Bayer Leverkusen là, est dans le fond du classement, 15e, avec une seule victoire en poche. Il y a Stuttgart également qui n'a aucune victoire. Et, tu l'as dit tantôt, Niko Kovac à Wolfsburg, une seule victoire. Et ils sont en position de barragiste. Alors, il y a des équipes pour qui ça ne va pas bien. Alors que pendant ce temps-là, Oliver Glasner commence à trouver ses marques à Francfort, alors qu'on disait que c'était coup-ci coup-ça l'an dernier, mais la victoire en Europa League leur a peut-être donné un élan. Et au niveau des transferts aussi, j'ai trouvé que ça avait une certaine cohérence. Et là, ils sont 7e et ça va pas si mal en Ligue des Champions. Il y a le Borussia Mönchengladbach qui est remonté au classement. Ils ont un nouvel entraîneur, certes, mais de ce côté-là, ça va beaucoup mieux. Hoffenheim, qui avait, quand je dis Sébastien Honest, et qui ont décidé de faire appel à quelqu'un d'autre, ils sont 4e. Ça, c'est une autre des surprises au classement. Dortmund qui décide de retourner vers
un de ses anciens entraîneurs récemment, alors que ça n'avait pas marché avec Marco Rose l'an dernier. Bref, ça a bougé beaucoup. Pourtant, les équipes stables sont encore là, du moins globalement. On a des questions sur Julian Nagelsmann au Bayern de Munich. Le Bayern, imaginez, après 5 matchs, sont 5e et ils sont sur une séquence où ils ont 3 semaines, je pense, 3 semaines de suite sans victoire, une défaite et 2 matchs nuls. Alors là, il y a des questions par rapport à Nagelsmann avec le Bayern de Munich. Mais d'après moi, c'est mon avis, on va peut-être attendre un peu plus tard dans la saison. Alors, concernant la valse des entraîneurs, David, là, si on regarde le portrait général, là, d'après toi, là, qui est le plus en danger? Est-ce que Adi Hutter et Thomas Tuchel vont se trouver un poste très rapidement au sein d'une de ces équipes-là? Qui sait? Et si, en question B, est-ce que Julian Nagelsmann est vraiment sur un siège éjectable en admettant que le Bayern ne parvienne pas à se relancer pour la suite des choses là, au courant de la saison? Alors, plusieurs éléments factuels, effectivement, une lecture finalement assez simple. Tedesco est parti déjà pour évacuer ce dossier. Il n'avait plus le fluide avec le groupe, il n'avait plus le fluide avec l'équipe, il y avait une incompréhension. Peut-être que c'est dû aussi au changement de statut un petit peu de RB Leipzig, qui ne veut plus être une équipe qui monte, mais qui veut être une équipe qui se stabilise. Et une équipe qui se stabilise, il y a deux façons de faire. Il y a la façon Union Berlin, SC Fribourg, c'est-à-dire jouer sur la grande continuité, ou alors vouloir jouer dans la cour des grands, c'est-à-dire faire des transferts à 20, 30, 40, 50 millions d'euros pour essayer de renouveler ceux qui partent. C'est un peu la deuxième option qui a été choisie à Leipzig, donc c'est un peu risqué. Tu l'as évoqué toi-même. On va voir un petit peu si ces noms connus, assez connus du moins en Allemagne, vont prendre au fil du temps. Mais en tout cas, à Leipzig, on était impatients. Et on était d'autant plus impatients que Marco Rose connaît la maison. Il était à Salzbourg. Il connaît l'usine RB, l'usine Red Bull très bien. Il connaît très bien la synergie. On aime parler de synergie là-bas, donc il connaît très bien la synergie Red Bull. Oui. Des fois, on se demande si Marco Rose ne va pas se retrouver en Formule 1 avec Max Verstappen. Non, oui, c'est un peu ça. Et cet argument a écrasé le reste et ça a balayé Tedesco aussi. Thomas Tuchel surtout et Adi Hutter aussi sont disponibles. Donc ça, vous pouvez le garder à l'esprit dans votre jeu de pronostics pour les prochaines semaines. Ces deux grands noms, le premier avant tout, puisqu'il avait quand même été en champion d'Europe avec Chelsea, si ma mémoire récente ne me trahit pas, Thomas Tuchel est disponible. Il l'a dit, et ça ne veut pas dire qu'il va pousser un collègue pour prendre sa place, ça veut dire simplement qu'il est libre, contrairement à des entraîneurs qui seraient en poste et qui voudraient absolument finir un cycle ou une saison ou qui se seraient engagés avec une équipe nationale ou des choses comme ça. Tourelle, on peut le récupérer assez vite si on a les arguments pour. Le premier qui est en danger aujourd'hui, c'est Seoane, évidemment. Il va falloir pour lui, avec Leverkusen, redresser les résultats en championnat tout de suite. Quand je dis tout de suite, c'est dans les 2-3 matchs qui viennent. Et exister, émerger en Coupe d'Europe aussi, parce que c'est le standing du Bayer Leverkusen. Donc Seoane, grand danger. Pour Nagelsmann, c'est assez simple. Il y a deux éléments à avoir à l'esprit. Le premier, c'est qu'il s'est engagé pour 5 ans avec un prix élevé, le plus élevé jamais connu en Allemagne. Donc bien sûr, c'est un élément parmi d'autres. Si le Bayern voulait s'en séparer tout de suite, ça lui coûterait de l'argent, beaucoup d'argent, des millions d'euros, bien sûr. C'est un élément, je dis bien, c'est pas décisif, mais c'est un élément. Et le calendrier nous aide à y voir très clair, Mathieu. Le Bayer Leverkusen arrive contre le Bayern. Dortmund arrive aussi à la fin de la première semaine d'octobre. Le match entre le Bayern et Dortmund arrive. Ces deux matchs-là, il doit y avoir des points, il doit y avoir des résultats. Si et seulement si Nagelsmann échoue à convaincre sur la séquence qui arrive, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, là, il sera en danger d'être expulsé, d'être écarté. Pour l'instant, il n'en est rien. Pour l'instant, on commence à se poser des questions. On commence à se demander ce qui ne va pas. On discute beaucoup en Bavière, à Munich. Les dirigeants, les joueurs aussi ont essayé sans doute de comprendre. Nous, il nous manque quelques ficelles, mais là, vous avez quand même quelques éléments factuels très simples. Le côté financier pour Nagelsmann et le côté conjoncture sportive avec ces deux matchs importants. Il a montré avec son équipe contre le Barça, Mathieu, et contre l'Inter,
avec un peu de chance peut-être contre le premier cité, mais néanmoins 2 victoires 2-0 à chaque fois, finalement assez net au bout de 90 minutes, que son écurie, que son équipe, il pouvait l'emmener vers des succès probants. Mais en championnat, eh ben, on n'est pas tout à fait dans le même mode, quoi, évidemment, quoi. Psychologiquement, physiquement, vous n'avez pas forcément la même implication. Si vous êtes à 97% en championnat et à 101% en Ligue des Champions, eh ben ces 4%-là contre l'Union Berlin, ça va se voir. Et effectivement, ou même contre Augsbourg, derby perdu par le Bayern 1-0, ça se voit parce que Augsbourg joue en face un super match, parce que son gardien Gikiewicz, vous l'avez vécu comme nous, Mathieu, tu seras d'accord, a fait un match exceptionnel, un grand match. Oui, comme Yann Sommer, Sommer lors de l'affrontement contre Mönchengladbach très précédemment, précisément. le match nul de 1-1. Voilà, Mais on a l'impression aussi que le manque de réussite du Bayern, oui, les gardiens ont été exceptionnels face au Bayern, mais en même temps, il y a beaucoup de points d'interrogation chez les joueurs du Bayern, puis on la va en parler plus finition. tard, ça rejaillit sur l'équipe allemande, parce que là, Mais oui, Serge Gnabry, qui avait été exceptionnel il y a 2-3 ans, là, c'est rendu un substitut, puis on ne sait pas trop ce qui complètement. bloque avec lui. Le Ouais. Roi Sané, on le met titulaire, mais encore une fois, ça tarde à débloquer dans son cas. On parle toujours d'un talent, mais qui ne s'exprime pas au niveau auquel on s'attend. Alors là, il y a des questions. Il y a l'adaptation de Sadio Mané. On voit que ce n'est pas la même chose que Lewandowski comme profil. Alors on se demande, est-ce qu'on ne devrait pas recruter un autre attaquant de pointe qui ressemblerait un peu plus à Lewandowski? Il y a des questions comme ça. Puis, à un moment donné, il y a la question de la défense au Bayern. Il y a des points d'interrogation ou pas Mécano, ça semble tarder à débloquer là aussi. On n'a pas de milieu récupérateur, malgré qu'on ait des Goretzka, des Kimmich en arrière qui sont d'excellents techniciens, mais des purs récupérateurs de ballons qui sont capables de soutenir les autres joueurs et contrer la transition adverse. On n'a pas ça au Bayern. Est-ce que dans la stratégie de Nagelsmann, on en tient compte? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Ça reste une grosse cylindrée. Là. Ils vont pas descendre plus bas au classement. Alors, mais j'ai hâte de voir comment tout ça va s'arrimer, va s'harmoniser pour que Nagelsmann arrive à prouver un peu tout ce qu'on attend de lui. On en a parlé longtemps dans cette émission-là. Comment ce jeune entraîneur avait un énorme potentiel dans ce qu'il apporte, mais en même temps, il faut qu'il confirme dans un univers pragmatique. C'est là je pense qu'il a attendu au tournant au sein du Bayern. Tu as évoqué Leverkusen tantôt. Leverkusen, ce qui les sauve en ce moment, c'est qu'ils ont quand même une victoire. Ils sont deuxième en Ligue des Champions. Donc, pour Gerardo Seoane, ça le sauve momentanément. Et il y a peut-être autre chose à prendre en ligne de compte, c'est qu'on commence à regarder aussi du côté de la direction de Rudi Voller et tout ça qui sont là depuis un certain temps. Et là, on se dit, ben là, ça ne peut pas être juste l'entraîneur. J'ai l'impression qu'à Leverkusen, la répétition de l'inconstance de cette équipe et du manque d'ambition, peut-être, je sais que je reviens beaucoup avec cet argument, on est en train de regarder aussi, pas juste du côté de l'entraîneur, il pourrait y avoir un gros ménage au sein du Bayer Leverkusen si jamais les choses ne s'amélioreraient pas. Ça serait évidemment là, à suivre. Mais on l'a dit, ça, tu l'as très bien souligné, il y a Thomas Tourelle et Adi Hutter qui attendent un poste solitaire, eux, je suis sûr qu'ils ont hâte de relever de nouveaux défis. On connaît leurs compétences. Cela dit, Thomas Tuchel pourrait très bien se retrouver ailleurs qu'en Allemagne, puisqu'il a prouvé Bien qu'il sûr. pouvait réussir à l'extérieur. Dans le cas d'Adi Hutter, lui, c'est dans le cadre allemand qu'on l'a vu surtout évoluer. Il pourrait, lui aussi, donc, dépendamment de l'identité de l'équipe qui se départirait d'un de ses entraîneurs. Moi, je reviens à Nico Kovac à Wolfsburg. Là, si jamais Wolfsburg, ça n'arrive pas à décoller, je pense que Kovac, ses jours vont être comptés parce que Wolfsburg, dans les officines, dans les bureaux de Volkswagen, une relégation, on ne pense pas à ça. On veut éviter ça à tout prix. Alors, je dis ça, je dis rien. Ça va être à suivre. Mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte qu'on évoquera plus tard. D'ailleurs, j'ai parlé de la Ligue des Champions. Allons-y à fond là-dedans et dans les compétitions européennes. Étant donné la victoire de l'Eintracht Francfort en Ligue Europa il y a quelques mois de ça, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a 5 clubs allemands en Ligue des Champions. Alors ça fait un petit pied de nez en Angleterre. Je dis ça, je ne dis rien. Et pour l'instant, c'est pas si mal la performance des clubs allemands en Ligue des Champions. J'ai parlé tantôt de Leverkusen, qui a une victoire et une défaite, mais qui sont deuxièmes dans le groupe B, où il y a l'Atlético Madrid, Porto et le FC Bruges. Bruges qui est premier, ça c'est la surprise pour l'instant, après 2 matchs. On a l'Eintracht Francfort dans le groupe D, avec le Sporting Portugal, Tottenham et Marseille. C'est un groupe assez relevé, mais l'Eintracht, suite à sa victoire à Marseille, après avoir perdu son match d'entrée de jeu, est troisième. Mais la surprise, c'est le Sporting Portugal qui est premier.
parce que Tottenham s'est incliné contre l'équipe portugaise. Alors ça, c'est une des premières surprises. Mais l'Eintracht peut encore croire à sa qualification pour la ronde des 16. Le Bayern, ça, par contre, Nagelsmann peut respirer. Son groupe de joueurs a assuré avec 2 victoires en 2 matchs, dont une convaincante, sans être aussi convaincante que lors de la dernière compétition, bien sûr, contre le FC Barcelone. Et c'est le groupe de la mort, puisqu'il y a aussi l'Inter Milan. Et le Bayern, pendant ce temps-là, est premier et n'a pas concédé de but. Ça, c'est déjà encourageant. Il y a aussi le Victoria Plzeň, mais eux, malheureusement, risquent d'être les bons derniers de ce groupe. Voilà. Et je pense qu'il me reste une équipe. Ça, c'est la seule déception. Et je pense que ça a beaucoup contribué aussi au congédiement de Tedesco, puisque c'est survenu après un match de Ligue des Champions. On a 2 défaites en 2 matchs et on est dernier du groupe F, où il y a le Real Madrid, le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow. Là, par contre, malgré l'arrivée de Marco Rose, je ne sais pas s'il va être capable de changer le vent de direction pour que Leipzig puisse se qualifier dans ce groupe F. Ça risque d'être difficile. Mais néanmoins, David, quand on regarde globalement les compétitions pour ce qui est des équipes allemandes en Europe, c'est quand même, on va se le dire, assez bon quand même. 4 équipes sur 5 sont encore dans de très, 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 très bonnes postures. Ça, c'est important, je pense, de le souligner. Si je regarde la Ligue Europa, on a, je crois, 2 équipes allemandes en compétition. Bon, l'Union Berlin a 2 défaites. Est-ce qu'on mise sur cette compétition-là, la Ligue Europa? Ça, j'en suis moins sûr. Ça ne veut pas dire qu'ils paraissent mal dans leurs 2 défaites, mais ils ont perdu contre Braga, le Sporting Braga, puis une autre équipe qui s'appelle, si je ne m'abuse, l'Union Saint-Gilloise, voilà. On se dit, c'est un peu décevant, mais quand même, bon, on va relativiser dans leur cas. Tandis que pour ce qui est de Fribourg, Fribourg, la compétition, ils l'ont bien démarré. Ils ont 2 victoires en 2 matchs dans le groupe G, où il y a Karabakh, le FC Nantes et l'Olympiakos. Donc, Fribourg, à l'image de son début de saison en Bundesliga, puis qui sont dans la course pour le titre pour l'instant, et toujours avec cet entraîneur dont on a beaucoup parlé, mais que moi j'admire beaucoup, Christian Streich. Vraiment, il amène cette équipe-là avec peu de moyens à un niveau d'excellence. Comme rarement on peut l'atteindre collectivement. C'est du solide. C'est une équipe qui se bat avec ses moyens, mais qui se bat très, 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 très bien. Voilà, ça c'est donc pour la Ligue Europa, on a 1 sur 2 qui réussit. Et voilà, pour ce qui est de la Ligue Conférence, je pense qu'il n'y a qu'une seule équipe allemande en lice. Si je ne m'abuse, je suis en train de le vérifier au moment où on FC Cologne. Oui, c'est Cologne. Voilà, c'est le FC Cologne. Là, par contre, ça risque d'être plus compliqué. Le FC Cologne, ils ont été une surprise l'an dernier dans leur classement. Ils sont entraînés par, moi, je nommerai pas son nom, mais c'est l'entraîneur à casquette. C'est comme ça qu'on le surnomme, parce que vous irez voir un peu. Baumgart, ouais. Oui, Baumgart. Mais moi, je l'appelle l'entraîneur à casquette. Ça me fascine de le voir sur les lignes de côté avec cette casquette. Cela dit, Cologne, bon, on sait qu'à la Ligue Conférence, il faut en prendre, il faut en laisser. Pourtant, Cologne a 1 victoire et 1 match nul et sont premiers du groupe D, donc c'est pas si mal. Alors, c'est ça que je voulais en venir, c'est que globalement, les équipes allemandes, à l'exception de 2, performent plutôt bien dans les compétitions européennes. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça, là, même si ce n'est que 2 matchs disputés pour l'instant? Qu'est-ce qu'on peut en soutirer? Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus? Et je dis ça sans vouloir nous comparer à la France, par exemple, où les compétitions européennes, on dirait que ça ne fonctionne pratiquement jamais dans leur cas. L'idée de départ qui circulait dans le football allemand après les tirages au sort, c'était que tout le monde pouvait se qualifier. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Vous faites jamais 100%. Là, il y a 8 équipes, 5 plus 2 plus 1. Le 5 sur 5 en Ligue des Champions serait assez incroyable, mais tout le monde peut se qualifier au départ, y compris le RB Leipzig, et y compris aujourd'hui, malgré les 2 défaites inaugurales. Le RB Leipzig peut faire un coup contre le Real, c'est possible sur un match. Le RB Leipzig peut battre le Celtic Glasgow. Voilà, typiquement, on a le potentiel partout. Après, ça peut aussi se retourner négativement avec quelques mauvais résultats. Mais l'Union Berlin, tu l'as dit, on va l'écarter assez vite, parce que l'Union, évidemment, va concentrer ses forces, qu'il le veuille ou non, qu'elle le veuille ou non, sur le championnat. Ils sont leaders de Bundesliga, donc forcément, on ne peut pas consciemment ou inconsciemment s'engager à fond sur l'Europe.
parce qu'on continue de progresser marche par marche en championnat. Donc je ne vois pas ni la direction du club, ni les joueurs, ni l'entraîneur renoncer à garder de l'énergie pour le championnat. Donc l'Union Berlin aura probablement du mal à se qualifier en Coupe d'Europe, en Ligue Europa, même si prestigieux malgré tout d'être là parce que c'est la première fois. Après, pour les autres, rien n'est fait. Ça avait été difficile en Ligue Conférence l'an dernier aussi. On dirait que la Exact. compétition européenne, là, de ce côté-là, l'Union Berlin a un peu plus de difficulté à s'ajuster ou je dirais pas à compétitionner, mais à rivaliser peut-être avec les adversaires en face ou à peut-être trouver ce qui fonctionne en Bundesliga ne fonctionne pas forcément dans les compétitions européennes pour aussi cher et sa bande pour l'instant, là, on s'entend. On va pondérer un peu plus une fois qu'on sera à la moitié de ces petits matchs de groupe, parce que, par exemple, le SC Fribourg, qui a gagné de manière convaincante les 2 fois, même si ça a tangué un petit peu contre Olympiakos, mais ils ont gagné nettement quand même, n'a pas rencontré une équipe qui est peut-être un peu plus forte que ses adversaires, qui est Nantes. Voilà un exemple. Donc, après un premier match contre Nantes, on saura peut-être un peu plus si Fribourg va dominer son groupe ou s'il faudra plutôt miser sur l'une des 2 premières places. Mais c'est bien engagé. Francfort s'est bien redressé au détriment de l'Olympique de Marseille qui a été d'une pauvreté abyssale dans ce match-là et Fribourg a su en profiter. Francfort Oui. a su en profiter et c'est très bien parce que Francfort doit se qualifier pour un 8e de finale européen, quelle que soit la compétition. Ce serait magistral et on aurait une ambiance d'enfer. Donc c'est bien redressé après le premier match. Et puis pour les autres, en Ligue des Champions, il n'y a pas trop. Enfin, j'allais dire, il n'y a pas de marge. Si, dans le groupe de Dortmund, il y a de la marge parce que vous pouvez battre Copenhague de manière très, très normale. Et le Bayern, ayant pris quelques points d'avance, devrait pouvoir aussi se qualifier avec Barcelone en écartant l'Inter à condition de ne pas perdre contre les Italiens au retour à Munich, puisque c'est la victoire à Milan qui a été enregistrée déjà. Tout ça est très bien. Et puis, moi, par ce petit côté ne jamais renoncer que j'ai parfois, je continuerai de garder un œil sur le RB Leipzig quand même, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'y a eu que 2 matchs et il faut en disputer 6. Il y a encore donc l'espoir de grappiller des points, premièrement. Et deuxièmement, vous avez vu la spectaculaire réaction du RB Leipzig au changement d'entraîneur avec la victoire fracassante contre le Borussia Dortmund. Vous l'avez vu. Borussia Dortmund, une grosse équipe quand même européenne, et le RB Leipzig s'est imposé en donnant la leçon aux jaunes et noirs. Donc, on ne sait pas, et peut-être que cette compétition européenne peut être aussi une vitrine pour les joueurs de Leipzig. Tu as cité les recrues un petit peu clinquantes tout à l'heure. Peut-être que ces joueurs-là vont avoir envie aussi de se transcender en Ligue des Champions. Donc, je ne perds espoir pour aucune des équipes, même si, je le répète, l'Union Berlin, à mon avis, c'est assez logique, va vraiment concentrer ses efforts sur le championnat pour essayer de faire partie des 3, 4, 5 meilleures équipes en fin d'année, et donc peut-être inconsciemment délaisser un peu l'Europe. Pour les autres, allez, il faut cravacher et aller se qualifier. Mais encore une fois, statistiquement, le Grand Chelem et 8 équipes qualifiées sur 8, ce serait inespéré. Le Borussia Dortmund qui a un bon début de saison, ils sont 2e derrière l'Union Berlin, Oui, alors que Fribourg est 3e. Cela dit, j'ai le sentiment que ce qui manque au Borussia Dortmund, c'est le caractère. Et dans les matchs en jeu et dans leur défaite cette saison de Bundesliga, c'est sur ce point-là où le club, selon moi, a failli. Et amener du caractère dans une équipe, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et ça, ce manque-là va peut-être encore une fois rattraper les jaunes et noirs. On salue Anthony, qui est fan numéro 1 de Dortmund, mais le connaissant assez réaliste, je suis persuadé qu'il serait d'accord avec moi là-dessus. Moi, je pense que c'est l'élément qui manque. Mais là, je veux introduire une sous-question avant de passer au thème suivant, mon cher David, si tu le permets, parce qu'on avait évoqué en privé et ça a fait surface dans l'actualité. C'est la question des supporters. Parce que là, maintenant, l'Allemagne a été embarqué dans une histoire avec ses supporters. On pense d'abord avec les supporters de l'Eintracht Francfort et ensuite aussi ceux de Cologne en Ligue Conférence lors d'un match face à Nice. Bref, ça a rejailli dans les relations franco-allemandes du soccer ou du foot, si je puis dire. Et souvent, il a été évoqué que les supporters, on va dire, les plus fanatiques et parfois les plus violents en Allemagne étaient ceux justement de Francfort et de Cologne. J'aimerais savoir, David, à quel point c'est vrai cette histoire. Parce que lorsqu'on est dans le championnat allemand, on n'entend pas souvent des histoires de violence entre supporters, alors qu'en France, depuis la fin de la pandémie, il y a eu beaucoup d'histoires de conflits entre les supporters, entre différents clubs en France.
qui sont ressortis et qui ont fait les manchettes. On a beaucoup parlé de situations de violence, notamment du côté de la France. Mais là, c'est ça. Dans les compétitions européennes, l'Allemagne s'est retrouvée un peu mêlée là-dedans. Alors, j'aimerais ça rapidement, là, qu'on ait un portrait de la situation. Est-ce que c'est vrai que c'est Francfort et Cologne qui ont les supporters, on va dire, les plus fanatiques ou peut-être les plus violents, s'ils en existent encore? Mais comment en Allemagne on semble arriver peut-être, je dis bien peut-être, à garder le tout festif et à contrôler quand même relativement la situation face au hooliganisme là-bas, lorsque c'est la Bundesliga, alors que dans les compétitions européennes, ça semble complètement différent. Du moins, si c'est vraiment eux qui sont à blâmer dans cette histoire. Alors, j'aimerais ça avoir une réponse là-dessus, un éclairage rapide sur le phénomène des supporters en Allemagne, et notamment pour ces deux équipes. Oui, les foyers ardents, les clubs dans l'élite reconnus comme ayant les supporters les plus fervents, les plus ardents, les plus excessifs peut-être aussi. Cologne, sans aucun doute. Francfort aussi en partie. Euh, et je mets là dans le même sac l'ardeur et l'excès. Hein, si on fait le mix entre ces deux choses qui sont à différencier, puisque d'un côté on est dans les règles, de l'autre on est éventuellement en dehors des règles, il faut donc le différencier, mais je le mets volontairement dans le même sac pour confirmer ton impression que effectivement Cologne et Francfort sont des places qu'on coche sur la carte quand on veut parler des supporters fervents et fanatiques. Il y a d'autres endroits aussi, et pas seulement en Allemagne d'ailleurs, dans le monde germanophone. Vous allez à Zurich, vous trouvez quelques centaines aussi de supporters extrêmement excessifs, par exemple, pour en citer un. Après, les Allemands mettent les moyens aussi sur le plan de la régulation, sur le plan du dispositif policier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est vrai en dehors du football sur les manifestations politiques, sur les manifestations de société. C'est valable aussi dans le football. Il y a des moyens à ce niveau-là. Et puis, il y a des moyens aussi je veux dire, des moyens pratiques, des moyens concrets. C'est-à-dire, on peut évacuer les stades très bien, on peut évacuer par les transports en commun très bien. Cette modernité-là, elle est quand même assez flagrante quand vous venez, par exemple, de France, quand vous faites la comparaison. Il y a eu une avance qui a été peut-être confirmée aussi avec le nouveau standard imposé, heureusement et très bien, par la Coupe du Monde 2006. En France, on avait un premier standard à la Coupe du Monde 98. Rendez-vous compte, ça fait déjà 25 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Ben oui, mais on n'est plus du tout dans ce standard-là. C'est-à-dire que C'est les vrai. Allemands, derrière, ont enclenché, ont fait des stades avec de l'espace pour sortir, de l'espace pour arriver, avec une surveillance aussi tout à fait cohérente. Et de mon point de vue, ça a aidé. Et puis, il y a aussi la sociologie, on aura l'occasion de l'évoquer d'autres fois dans nos discussions. La sociologie, bien sûr, le fait d'être en famille, le fait de venir pour la fête du samedi après-midi. Tous les matchs ne sont pas le samedi après-midi, vous le savez, mais c'est le modèle, disons, auquel on tient beaucoup. Donc voilà, ça fait des éléments aussi pour dire que la menace éventuelle est assez bien circonscrite. Je ne suis pas en train de dire que le week-end prochain, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de débordement, il n'y aura pas d'amende avec des fumigènes, il n'y aura pas de choses comme ça. Mais c'est plutôt bien maîtrisé, me semble-t-il. Après, il faudrait aller voir, et je suis moins compétent parce que je suis moins baroudeur par faute de temps, par manque de temps. Il faudrait aller voir dans les divisions inférieures. Et parfois, des rivalités dans une ville ou des rivalités dans une région peuvent être aussi très très ardentes. Mais là, on se concentre sur l'élite et effectivement, actuellement, euh, bon, pour résumer le truc, ça se passe plutôt pas mal. Non, mais j'aime bien tes arguments parce que ça vient rejoindre d'autres arguments que j'ai déjà entendus sur le fait que, par exemple, en France, on a semblé tabler sur une solution facile, c'est d'interdire les déplacements de supporters au lieu de développer une expertise pour le contrôle des foules ou le contrôle, disons, de la sécurité Exact. et également assurer la fluidité des entrées et des sorties des stades. Combien de fois j'ai entendu, par exemple, qu'à Paris, c'est compliqué les entrées et les sorties de stade. On en avait même relativement parlé il y a quelques mois de cela. Alors qu'en Allemagne, ben, il semble qu'il y a une conjonction entre peut-être les politiques dans ce que j'appellerais le transport public et le déplacement justement des différents supporters d'un stade à l'autre. Parce que dans l'actualité, malgré les recherches que j'ai pu faire, et moi je vis à distance, hein, j'aimerais ça un jour le constater sur place, bien sûr,
mais je constatais, et pour avoir vu de nombreux matchs, je me suis dit, mais on refuse jamais les supporters de l'autre équipe dans une section d'un stade en Allemagne. J'ai rarement vu ça. Les places debout sont encore permises. L'ambiance assise dans les salles, elle est là. Et là, on a entendu cette histoire qui est ressortie récemment. Ça m'avait un peu surpris, j'avoue. Mais tes éléments de réponse amènent un éclairage qui permet vraiment d'établir une différence par rapport à la France, ce que j'appellerais dans une approche globale qui sort même parfois du cadre du foot. Et ça, c'est intéressant. Ça amène à réfléchir. J'espère que beaucoup de gens nous ont écoutés par rapport à ça. Ça amène à réfléchir. On n'a pas toutes les réponses, mais ça amène à réfléchir. Je veux qu'on parle rapidement de football féminin, David, et en particulier de l'Euro féminin cet été, parce que, il faut le dire, l'Allemagne est allée en finale de cet Euro face à l'Angleterre. C'est malheureusement incliné, mais en prolongation contre l'Angleterre, 2-1. Alors, il y a deux choses à retenir. On s'imaginait que l'Espagne, qui avait une très bonne équipe, était parmi les favorites. Et là, récemment, il y a un scandale qui est sorti au sein de la fédération. Une de leurs meilleures joueuses et Ballon d'Or, Alexis Putellas, n'était pas là. Ça a miné un peu leur chance. Néanmoins, si je me concentre du côté de l'Allemagne, on se rappellera que lorsque le football féminin a vraiment commencé à tranquillement se professionnaliser, mais l'Allemagne était parmi les nations dominantes. Après ça, il y a eu un creux de vague. Les États-Unis ont été plus dominants. On a vu des pays comme le Japon émerger, qui continuent d'ailleurs d'être encore très efficaces sur ce plan de la qualité. Alors, j'ai envie de poser la question. Le retour de l'Allemagne à cette finale de l'Euro, est-ce que c'est un retour du pays au sommet de l'Europe après ce passage à vide que j'ai évoqué? Ou bien, selon toi, c'est temporaire? Étant donné le développement rapide du foot féminin ailleurs en Europe, j'ai parlé de l'Espagne et même l'Angleterre qui a triomphé, il y a un gros développement, mais il y a aussi ailleurs dans le monde. On sent qu'il y a un progrès global qui s'installe un peu partout. Il y a même les Pays-Bas, les précédentes gagnantes de l'Euro avant cette édition. Il y a beaucoup de compétition. Est-ce que l'Allemagne est sur la bonne voie, donc, du côté du football féminin avec ce retour en finale, ou si c'est juste un retour temporaire et il faut retravailler les bases pour remettre la machine en marche? Ben, un constat très simple déjà, c'est que lorsque l'Allemagne empilait les titres de championne d'Europe, il y a quelques entre années et décennies, quoi, Oui. il y avait moins de concurrence. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça s'est développé. Ça s'est installé chez les Anglaises, chez les Espagnols. La France a commencé à avoir aussi, peut-être à un degré moindre, mais de la qualité et à lutter et à pouvoir aller gagner des matchs en club et en équipe nationale. Donc là, la concurrence, elle est plus forte. Donc vous n'allez pas être sûr de gagner à chaque euro, et on le sait, on l'a constaté. Pareil pour le mondial avec les nations sud-américaines, bien entendu, entre autres, et l'Asie. Mais il y a deux éléments intéressants en Allemagne quand même, qui sont positifs et qui permettent d'expliquer le rebond et la compétitivité retrouvée. Le premier, j'étais un peu sceptique, et en fait, elle a prouvé qu'elle avait très bien réussi à capitaliser sur son expérience de joueuse pour devenir une sélectionneuse hors pair. C'est Martina Voss-Tecklenburg, qui est une excellente sélectionneuse, qui a réussi en étant très à l'écoute de ses joueuses et en apportant une expertise technique, à vraiment devenir un sélectionneur de premier rang. Une sélectionneuse, si vous voulez. J'aime bien le masculin malgré tout. Attention à ce que tu vas dire. Oui, c'est pour ça. Non, non, mais Martina Voss-Tecklenburg, c'est performant, c'est compétent. Et c'est l'un des éléments majeurs d'explication de la performance de l'équipe nationale allemande féminine. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc aussi, très utile à avoir à l'esprit pour comprendre, c'est que le championnat d'Allemagne se revigore. Il y a des joueuses de haut standing qui traînent là-dedans, pas seulement au Bayern. Et on a trois grosses locomotives qui mènent le championnat en plus là-bas depuis plusieurs Voilà, années. voilà. C'est pas un club, c'est trois clubs. Voilà, voilà. Il y a Wolfsburg qui a toujours eu des moyens et qui luttait il y a quelques années pour gagner la Coupe d'Europe avec l'Olympique lyonnais, Il y a souvenez-vous. Francfort et il y a le Bayern. Francfort, le Bayern, et puis des joueuses étrangères aussi maintenant qui s'installent. Une star d'Asie au Bayern, quelques joueuses aussi venues éventuellement d'Angleterre ou d'Espagne, ou d'outre-mer aussi. Donc ça, c'est voilà, la compétitivité des clubs est redevenue intéressante. Et puis, encore une fois, le charisme, l'expérience, la qualité technique du sélectionneur Martina Voss-Tecklenburg, ça a permis, et ça a été une grande joie pour les Allemands, de retrouver un petit peu le standing perdu.
Et je pense que par ces deux biais-là, par ces deux éclairages-là, ça peut perdurer au moins un moment avec Martin Avos et puis avec un championnat qui a quand même une belle santé, toute proportion gardée. Il n'y a pas 60 000 personnes à chaque match, mais ça tourne bien et les équipes sont quand même intéressantes à regarder. Le Bayern étant l'une de ces locomotives, bien sûr, mais je dis bien sûr, ça n'était pas le cas il y a 10 ans. Hein. Ils se sont vraiment bien renforcés, ils ont intégré la culture foot féminin dans le club et on peut espérer que quelques autres, même avec des moyens moindres, comme Potsdam, qui était très fort par le passé, comme quelques autres clubs de première division aussi, puissent se hisser à ce niveau-là pour que la tendance se confirme, Mathieu. Espérons-le, parce qu'en tout cas, on voit que l'Angleterre et l'Espagne mettent des sous dans Bien ces sûr. programmes-là, dans les clubs. L'équipe féminine de Barcelone a même battu Et des Paris records de Saint-Germain par performance. ailleurs aussi. Oui. Le PSG, ça fait longtemps. Lyon est toujours à l'avant-garde. Mais l'Angleterre a mis, on le voit, ça met de l'argent là, dans le championnat féminin. Chelsea, notamment, l'équipe féminine de Chelsea a mis des sous. Arsenal commence à en mettre aussi. Il y a certaines équipes qui commencent aussi là, à essayer d'embarquer à bord du navire. Alors en Allemagne, s'il pouvait y avoir 4, 5, 6 clubs à un moment donné qui embarquent aussi, ça ne nuira pas. Mais déjà, je sens qu'il y a quand même une base sur laquelle on peut travailler et qu'il pourrait y avoir de la continuité pour rester compétitif là, au niveau continental et même au niveau mondial. Dernier thème de l'émission, on l'a évoqué par la bande dans les autres thèmes précédents, mais il faut qu'on parle du calendrier. Parce que là, on a une Coupe du Monde qui est disputée cet hiver, ce qui est exceptionnel, étant donné que le Qatar en est l'autre. Et qu'est-ce qu'on a remarqué, évidemment, à la suite de ça? C'est que le calendrier, par exemple, en Europe et en Bundesliga en particulier, a été chamboulé. La saison a commencé beaucoup plus tôt, c'est-à-dire au début du mois d'août au lieu du milieu du mois d'août. L'intégration des compétitions européennes qu'on a évoquées tout à l'heure, la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Ligue conférence. Maintenant, on a des matchs à toutes les semaines au lieu d'avoir des décalages. Et là, ça veut dire qu'il y a des équipes qui jouent à tous les 3-4 jours continuellement. Et c'est très resserré. Et là, après ça, il va y avoir une interruption d'1 mois pour la Coupe du Monde avant qu'on reparte. Là, la Bundesliga pourrait peut-être être un peu avantageux. Eux autres, ils ont l'habitude d'avoir un congé d'1 mois. Mais attention, il y a des joueurs en Allemagne qui vont jouer la Coupe du Monde quand même. Moi, ce chamboulement-là du calendrier, j'ai envie de poser ces questions-là, David. Quel impact que ça va avoir spécifiquement en Allemagne? Est-ce qu'on en a discuté dans les médias par rapport à ça? Est-ce qu'on risque pas d'avoir une saison en 2 temps? C'est-à-dire une première moitié de saison, certaines équipes vont dominer, puis au retour, ça va être d'autres. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un accroissement des blessures? Est-ce qu'il ne va pas impacter le classement et aussi la performance? Et donc amener des surprises inattendues au fur et à mesure qu'on va avancer dans le calendrier, que ce soit dans les compétitions européennes ou en Bundesliga, bien sûr. Alors, je sais que la question apparaît un peu lourde, mais c'est parce que ça risque d'être un fil rouge, mon cher David, sur lequel on va revenir, je crois, pendant notre saison de Kaiser Foot. Et d'ailleurs, on le constate, hein, l'équipe de France, par exemple, a à peu près 15 blessures. Comme on le voit, ça affecte certaines équipes. Est-ce que ça pourrait pas effectivement jouer en Allemagne? On voit qu'il y a des joueurs dans la sélection allemande, et je vais y revenir en sous-question un petit peu plus tard, que ça semble affecter un peu parce qu'on veut se mettre, au lieu de se mettre en forme de match progressivement tout au long de la saison pour arriver, par exemple, dans les compétitions européennes au sommet de sa forme ou en fin de saison, là, il faut qu'on arrive au sommet de sa forme en mi-saison pour ceux qui vont être sélectionnables pour la Coupe du Monde. Puis après ça, il va falloir se réentraîner. Ça chamboule tout, là. Ça va être quoi l'impact de tout ça, David? Là? Est-ce qu'on en a discuté en Allemagne de ça? Qu'est-ce qui risque de se produire? Là? Je demande à faire appel un peu à ta boule de cristal. Non, mais la preuve qu'on est déboussolé, c'est que les avis sont complètement opposés. Mais pas parce que on est dans l'ère du clash, dans l'ère du buzz. C'est pas du tout ça. C'est que simplement on est en phase expérimentale cette saison, très clairement. Et vous avez il y a quelques jours Christoph Kramer, joueur émérite de ce championnat d'Allemagne, qui est consultant pour la télévision en ce moment, qui était consultant pour l'équipe nationale. Après le match raté, pas le 3-3 contre l'Angleterre auquel on vient d'assister, mais le match précédent. Match raté, défaite contre la Hongrie. Le journaliste interroge Christoph Kramer juste après le match et lui demande, alors est-ce qu'il faut s'inquiéter? Christoph Kramer a une demi-seconde d'hésitation et finit par répondre avec un petit sourire, absolument pas. Les joueurs... Non, 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 mais c'était pas de l'ironie.
C'était pas de l'ironie, c'est-à-dire pour Non, mais je lui. riais pas par ironie, c'est juste, malgré tout, juste la réponse à quelque chose Oui, de manière d'un peu certaine. comique, quoi. De manière, Désolé de. mais c'était peut-être une façon de s'auto-convaincre, mais en tout cas, il estimait que à 2 mois de la Coupe du Monde, c'était pas pertinent d'imaginer être en forme aujourd'hui. Pour lui, le corps physique du sportif de haut niveau, le corps physique, le corps du sportif de haut niveau est préparé, est en cours de préparation pour être apte à proche de 100% ou à 100% au moment du mois de novembre de la Coupe du Monde. Donc forcément aujourd'hui, ça ne peut pas être top. Et c'était pour lui un très bon argument pour dire face à une équipe recroquevillée comme la Hongrie qui défend beaucoup, qui ne vous laisse pas d'espace, face à laquelle, avec votre style de jeu, vous êtes à la merci d'un contre. C'est pas ce qui s'est passé, mais ça aurait pu arriver. Vous avez vu le gardien Ter Stegen réussir une ou deux grosses parades dans ce match-là. C'est normal qu'on en soit là. Donc, Christophe Kramer, complètement rassurant. Et en face de ça, les éditos qui ont suivi dans la presse les jours suivants étaient au contraire plutôt alarmistes, en disant, notamment chez Bild, le grand quotidien à grand tirage qui fait toujours dans le sensationnel, oh là là, Hansi Flick, il va falloir te bouger parce que là, ça ressemble à rien ce que tu nous proposes. Et quelque part, bon, aujourd'hui, l'équipe d'Allemagne a certes marqué 3 buts contre l'Angleterre, mais elle en a pris 3 aussi. Contre la Hongrie, a été incapable de se procurer des occasions dangereuses. On pleure parce qu'il n'y a plus Miroslav Klose en attaque. Et donc, il y a quand même des inquiétudes. Donc, on a quand même là 2 argumentaires très opposés. C'est ce qui me permet à moi de me recroqueviller derrière ma couverture et de vous dire, je ne sais pas. Oui, on peut imaginer qu'il y ait des joueurs qui soient rincés au milieu de la saison, alors que c'était jamais le cas d'habitude. On peut imaginer que le marché des transferts de début d'année 2023 bouleverse encore plus que d'habitude, parce que les Allemands détestent les forces en présence. Hein, l'Allemagne déteste que le marché des transferts se continue après le début de la saison, c'est-à-dire après début août, et qu'on puisse continuer à faire des transferts jusqu'en septembre. On ne supporte pas ça en Allemagne, et j'ai bon espoir pour ma part que ça disparaisse un jour parce que ça n'a pas de sens. Vous démarrez la Encore saison plus avec... cette année avec la saison qui commençait plus tôt. Oui, ben, à Cologne, vous avez Anthony Modeste en attaque, super, vous continuez avec Modeste. Et ben non, finalement, il va aller à Dortmund, parce que Dortmund a les moyens de le récupérer. Bon, c'est quand même, ça n'a pas de sens. Je referme cette parenthèse. Donc, beaucoup d'incertitudes, et je pense que les pistes que tu imagines risquent d'être valables. On risque de souffrir de blessures, on risque de souffrir de hauts et de bas, et on le voit d'ailleurs déjà aussi bien avec les équipes nationales qu'avec les équipes de clubs. Le Bayern a commencé en mettant des 6-0 et des 6-1, et derrière, perd contre Augsbourg 1-0. Étrange, même si on a des explications. Les équipes nationales, pareil. L'Allemagne a pulvérisé l'Italie 5-2 il y a quelques semaines. Et là, Dans le l'Italie... classement final, c'est l'Italie qui est première, Oui, oui, même si elle oui. ne participe pas à la Coupe du Monde, alors que l'Allemagne est troisième et n'a qu'une seule victoire et 4 matchs nuls. Donc Et c'est cette saison, l'Angleterre qui est reléguée avec aucune victoire. La Hongrie est deuxième. C'est quand même absolument. une grosse surprise. Voilà, donc cette saison, on est parti sur des surprises et je pense que ça va continuer. Et impossible de répondre sur le mondial. Est-ce que le Brésil, est-ce que l'Allemagne, est-ce que l'Angleterre, est-ce que la France accéderait, si on est dans une certaine logique aux demi-finales? Peut-être, parce que tout le monde aura malgré tout retrouvé ses réflexes de standing, de champion, de choses comme ça. Ou alors est-ce qu'on va au-devant de grandes incertitudes? Peut-être aussi. Ça, je ne peux pas dire. Simplement, ce qu'on a constaté, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que oui, le calendrier est bouleversé. Oui, les transferts vont encore changer beaucoup de choses. Oui, l'état de forme des joueurs, moi je suis d'accord avec Christophe Kramer, n'est pas le même aujourd'hui qu'il sera au coup d'envoi du mondial. Quelques éléments comme ça pour savoir un peu où on va, mais on restera très prudent, Mathieu. Ben, en sous-question pour conclure, et là cette fois je pointe spécifiquement sur l'équipe nationale allemande, puisque justement la période internationale vient de se conclure avec une défaite, tu l'as dit, contre la Hongrie et un match nul, mais le 3-3 contre l'Angleterre dans un match fou, tu l'as dit toi-même. Et tu as déjà soulevé les premiers questionnements. Qui va devenir l'avant-centre depuis Miroslav Klose? On semble encore le chercher. Est-ce que les joueurs en attaque, au milieu de terrain, les créateurs,
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de points d'interrogation? Est-ce qu'on va trouver les réponses pour stabiliser cet aspect du jeu? Qui pour récupérer des ballons? On a des milieux de terrain défensifs qui sont peut-être plus des relayeurs ou des techniciens que de peu récupérateurs. Et en défense, il y a des questions à avoir. Je comprends qu'Andy Flick a tenté le coup justement de mettre Rome comme partant contre l'Angleterre comme défenseur latéral gauche, mais il est encore un peu léger. Là. On sent que ce n'est pas encore tout à fait le niveau qu'on attend. Et, il y a Schlotterbeck qu'on a évoqué tantôt, mais est-ce que c'est lui le défenseur central de l'avenir en Allemagne? Alors, ça pose question. Il y a beaucoup de points d'interrogation aux côtés de la Mannschaft là, à 2 mois de la compétition. Est-ce que, plutôt que d'attendre de trouver les réponses au Qatar, on ne va pas plutôt essayer de construire des éléments petit à petit pour qu'à long terme, on soit davantage prêt pour l'Euro qui sera présenté en Allemagne très prochainement, là, en 2024? Est-ce qu'on ne va pas attendre d'avoir les réponses à ce moment-là et de travailler sur certains éléments plutôt que de dire les chances qu'on a de gagner la Coupe du Monde, oui, elles sont là. L'Allemagne est toujours une équipe, une sélection très compétitive, mais de manière réaliste, quand on a tant de points d'interrogation à peu près à tous les postes, est-ce qu'on ne va pas plutôt patienter, parce qu'on l'a évoqué souvent ici, pour l'Euro 2024 qui sera présenté en Allemagne, où là, on va essayer de présenter une sélection, une équipe beaucoup plus solide, plus fluide, plus cohérente? Oui, tu as répondu. C'est-à-dire que la fédération allemande, le football allemand, avait énormément misé un renouveau en 2006 pour cette compétition chez lui et mise énormément pour être au point dans 2 ans, pour l'Euro 2024 en Allemagne. Donc ça, il faut absolument l'avoir à l'esprit. Si l'Allemagne performe en 2022, ce sera tout bénef, ce sera ça de prix, mais ça n'est pas forcément un objectif absolu. L'objectif absolu, c'est d'être très bon en 2024. Néanmoins, il y a quand même des certitudes. Première certitude, Hansi Flick est excellent pour gérer ce groupe. Excellent, excellent, excellent. Là, c'est la chose rassurante, il faut le dire, c'est vrai. Il a été impuissant contre la Hongrie, mais lui n'est pas sur le terrain à courir après le ballon. C'est-à-dire que si ses joueurs sont là, LAS, si ces joueurs sont démotivés pour 10% et que les Hongrois en face ont de l'appétit parce que c'est un gros adversaire, parce que c'est un bel os à ronger, il n'y peut rien. On n'est pas en Coupe du Monde et ça, c'est un impondérable. Je veux dire, le sélectionneur n'y est pour rien. Mais donc, bon point, Hansi Flick, excellent. Il connaît, il a été champion du monde avec Jogi Löw en 2014. Il sait y faire, il connaît les ficelles de la fédération, il connaît les ficelles de l'équipe nationale. Il aura des ressources. Et deuxième point, en fait, sur l'effectif, sur le groupe, on en sait déjà beaucoup. Évidemment, on peut s'amuser à dire, est-ce que ce sera Raum à gauche? Est-ce que ce sera Goossens? D'accord, c'est une question. Est-ce que ce sera à côté de Rudiger qui est installé en défense centrale? Est-ce que ce sera Schlotterbeck? Est-ce que ce sera Hummels? Est-ce que ce sera un autre? Oui, on peut se questionner, mais lui, il sait déjà, à quelques incertitudes près. Kimmich, Goretzka. Mathieu. C'est à peu près clair. Gundogan, bien sûr, selon le match, l'adversaire, l'adversité. Allez, on va dire 3 pour 2 places. Mais pardon, mais Kimmich, Goretzka, c'est quand même très fort. Gundogan avec une petite touche peut-être un petit peu plus offensive, quoique c'est très fort aussi. Pardon. La question qui se pose, tu as raison, c'est un pur récupérateur, mais je crois que ça, ils ont mis de côté. Après, la deuxième question, évidemment brûlante, c'est l'avant-centre. Mais là aussi, 3 solutions et il choisira. La première, qui est insatisfaisante aujourd'hui, Timo Werner en pointe. On a bien vu que ce n'était pas la solution ultime. La deuxième, Kai Havertz en pointe. Brillantissime, un talent extraordinaire, un joueur qui peut effectivement faire office d'avant-centre, mais il n'est pas surpuissant. Ça n'est pas un pur finisseur. C'est pas purement un avant-centre dans son profil, c'est un profil très atypique. Troisième solution, 2 attaquants ensemble dans un système à la Nagelsmann, c'est-à-dire 4-2-2-2. 2 milieux plutôt défensifs, 2 milieux plutôt offensifs excentrés, 2 attaquants. Ce serait donc Werner et un autre. Werner et Gnabry, Werner et Kai Havertz, Leroy Sané, ce qui vous voulez. Donc il sait, il a ses options déjà. Et les joueurs, on les connaît. Il ne va pas y avoir une révolution dans l'effectif de la Mannschaft, sauf exception,
Armel Bella-Kotchap, par exemple, qui a été appelé là, qui avait fait une très très belle saison l'an dernier, qui est parti maintenant à l'étranger, je crois en Angleterre, a été appelé en défense centrale pour pallier éventuellement les absences, mais c'est une exception. Les autres, on les connaît. Vous les avez tous à l'esprit. Tous les joueurs qu'on a cités, on peut ajouter Ginter, on peut ajouter Marco Reus, évidemment, si par Il n'est pas chance blessé. il est tranquille avec ses soucis physiques. Donc, faut pas croire qu'on est sur des terrains complètement mouvants, sur des sables mouvants. Il y a plein de certitudes malgré tout. Après, on va jouer sur l'état de forme, on va jouer sur l'esprit de groupe. Et évidemment, on va s'arracher les cheveux si Timo Werner, en demi-finale de la Coupe du Monde, alors qu'il y a 0-0 à 10 minutes de la fin, loupe une occasion toute faite. Oui, on va s'arracher les cheveux parce qu'il n'y a plus Klose et parce que Lewandowski n'est pas allemand. Mais ça, on ne peut rien y faire. Ouais. Ben, toi et moi, dans notre cas, s'arracher les cheveux, on nous en reste plus beaucoup. Enfin bon. Mais ce que je souligne de ta réponse, et on va conclure avec ça, ben, c'est un peu ça aussi que ma question voulait soulever, c'est que considérant les 2 contre-performances de l'Allemagne lors des 2 dernières compétitions, ce serait, je pense, se projeter trop en avant de dire on vise la Coupe du Monde au Qatar Absolument. dans les Ouais. circonstances. Mais si on est pragmatique comme l'Allemagne l'est, on peut faire comme justement on avait fait à partir de 2006, c'est-à-dire constituer un groupe qui se construit dans le temps. Et là, on arrive à un point ultime Voilà. où là, on est, si on veut, là, de retour parmi les favoris. Et là, on va être, si on veut, là, dans des circonstances où il y a quelque chose qui va être soudé, plus cohérent. Et on va trouver peut-être les éléments de réponse qui, avec le temps, vont se présenter parce que certainement, au sein de la relève, il y a peut-être des noms qu'on n'a pas évoqués qui vont ressortir, qui pourraient apporter des éléments de réponse qu'on n'a pas vu venir. Je sais pas, moi, une sorte d'Oliver Bierhoff qui sort de sa poche sur le banc et qui vient marquer 2 buts comme en 96. Il y en a très peu, malheureusement. Il y en a très peu, Mais mais on ne sait jamais. Mais on sait jamais. Hein? On sait que parfois, il y a des joueurs qui explosent rendus à un certain âge aussi et c'est vrai. qui ressortent du lot. Enfin, on verra bien. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a peut-être des postes à prendre pour certains, dans certaines circonstances. Et ça serait peut-être à certains joueurs de saisir l'opportunité. Mais je retiens que ce qui est rassurant, c'est qu'Hansi Flick a quand même la situation en main. Il a peut-être une idée de la direction qu'il veut prendre. Il ne solutionnera pas tout, j'en conviens, notamment au niveau de la récupération, mais il va probablement trouver peut-être une piste de solution pour qu'il y ait quelque chose qui s'harmonise tout de même de façon, on va dire, plus fluide. Et pour qu'on arrive à cet Euro 2024 où là, l'Allemagne sera à regarder, sera de retour, selon moi, là, dans les blocs de départ là, pour dire ça restera encore une des sélections à surveiller là, comme puissance pour aller chercher, qui sait, peut-être un autre championnat européen et peut-être la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu chez nous en 2026 en Amérique du Nord. Ça va être intéressant à surveiller. David, merci beaucoup. Ça a été une première de saison qu'on a fait tardivement et qui était très pleine de ce fait. Mais encore une fois, c'était toujours un réel plaisir d'écouter tes analyses et tes observations. Et on se retrouve dans quelques semaines pour la seconde émission et pour la suite des choses, surtout en Bundesliga. On va voir un peu comment le classement, là, les plaques tectoniques là, vont avoir bougé pour le mois d'octobre. Oui, merci beaucoup. Et on aura des surprises de toute façon, puisque tu l'as dit, Mathieu, on a 5 plus 2 plus 1, 8 équipes engagées en compétition européenne en Allemagne. Donc, Ouais. des matchs tous les 3-4 jours, beaucoup de fluctuations de forme et on aura encore des surprises à analyser d'ici quelques semaines. Ouais. Merci à tous, en tout cas. Retenez le mot expérimental, je pense que ça va être le Oui, maître mot cette de saison. cette année. Et nous, eh bien, on sera de retour, bien entendu, dans quelques semaines pour le prochain épisode de Casa Foot. On espérera le retour d'Anthony avec nous, évidemment. Pour nous suivre, c'est très simple, c'est sur les ondes du Cannes Football Club, à part l'abonnement du Cannes Football Club Plus, où le podcast est diffusé via Spreaker, Apple Podcast, Deezer, Google Art Radio, Google Podcast Addict sur vos téléphones cellulaires et toutes vos autres plateformes préférées, ou sur YouTube si vous voulez nous voir en vidéo diffusion. Alors, c'est ce qui conclut cette édition donc du Casa Foot. On se dit donc à très bientôt, en mon nom et au nom de David. Au revoir.